Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous mes réflexions aujourd'hui. Cette présentation, elle est tirée de mon travail de thèse, qui portait sur les pratiques et les discours des professionnels en unité de soins palliatifs. J'y ai observé une équipe pendant plusieurs mois, par un suivi des activités quotidiennes propres à chaque fonction et des différents temps collectifs comme les réunions, les staffs, les transmissions ou les supervisions. J'ai ensuite réalisé des entretiens avec les professionnels et les bénévoles. Les précurseurs de la médecine palliative se sont donnés pour mission principale d'améliorer les conditions des personnes en fin de vie par un accompagnement global de leur souffrance. S'il est manifeste que les accompagnements palliatifs s'organisent pour et autour des patients accueillis, leur entourage fait l'objet d'une attention spécifique et ce, dès la circulaire Larocque, qui est le texte qui officialise en 1986 la médecine palliative française, et qui nous dit que les soins palliatifs comprennent la relation avec les familles de malades, l'assistance morale, éventuellement matérielle ou administrative. L'équipe soignante doit apporter un soutien à la famille afin de l'aider dans la phase difficile qu'elle traverse et de lui permettre de jouer son rôle auprès du mourant. Le rôle de l'équipe se poursuit après le décès du malade dans le but d'assumer le suivi de deuil et de prévenir ainsi autant que possible l'apparition de pathologies consécutives à la perte d'un proche. Concrètement, l'Observatoire national de la fin de vie estime ainsi que près des 3/4 des équipes d'unités de soins palliatifs passent quotidiennement plus de 2 heures en moyenne avec les familles de malades. Là, je vais m'intéresser sur la manière dont la médecine palliative, par le biais des pratiques et des discours des professionnels, conçoit l'accompagnement des proches au cours de l'hospitalisation des patients en fin de vie. C'est-à-dire comment va se matérialiser dans les relations de soins l'idée selon laquelle la présence active des membres de l'entourage participe autant à la prise en charge du patient lui-même qu'à celle de ses proches en cherchant notamment à les préparer au deuil à venir, du moins à en prévenir les complications. Je l'ai dit, la manière dont les équipes palliatives se représentent le rôle et la place de l'entourage est au moins double. Accompagnants de leurs proches malades, ils sont aussi eux-mêmes accompagnés dans ce rôle et dans leur processus de deuil. Dans la conception globale des accompagnements, la composante sociale est souvent définie par les incidences socio-économiques de la maladie, les bouleversements des rôles sociaux et des identités pour la personne malade et ses proches. Ainsi, les éventuels problèmes financiers, les soucis liés à l'héritage, les difficultés rencontrées par les proches peuvent entraîner de l'inquiétude et de la souffrance chez le malade. Prendre en charge cette dimension fait donc partie intégrante de la recherche de son confort global. Cette prise en compte de l'après, je l'ai dit, est aussi perçue comme une préparation des proches à ce même après le décès. À ces aspects, il faut ajouter que les patients hospitalisés en unité de soins palliatifs sont souvent en difficulté communicationnelle, voire en incapacité de s'exprimer. Les proches peuvent donc tenir un rôle d'intermédiaire ou de relais entre les professionnels et le patient pour des informations administratives, de trajectoires biographiques ou médicales, ou encore d'interprétation de symptômes. Je vais en donner simplement un exemple. J'observe à un moment une infirmière qui cherche à évaluer la douleur chez une patiente âgée et non communicante. L'infirmière ne la connaissait pas encore très bien. Elle estime à première vue que cette patiente est douloureuse, notamment du fait de rides appuyées sur le front, qui semblent à l'infirmière être dues au fait que la patiente fronce les sourcils, signe pour elle de douleur ou d'inconfort. Dans le doute, elle fait intervenir les proches de la patiente en les faisant entrer dans la chambre. Et elle leur demande est-ce que là, elle vous semble douloureuse? Ces derniers vont répondre par la négative, non, non, elle est bien, c'est bien son expression habituelle. En plus de ces 3 points, le maintien des relations sociales va répondre à ce qu'un certain nombre d'acteurs de la médecine palliative estiment être la lutte contre l'abandon et l'isolement des mourants dans notre société. Pour eux, n'étant plus préparés socialement, la survenue de la mort proche mettrait les individus en difficulté, ainsi que le relate une aide-soignante. Elle nous dit: «Il fut un temps où quand la personne décédait, il y avait la veillée, les gens venaient, il y avait un travail sur la mort. C'était tout un processus. Maintenant, tout est cassé. Les gens ne sont pas préparés à ça et il n'y a pas tellement le processus de deuil. Avec les soins palliatifs, il y a tout un cheminement pour la personne et l'entourage.
Nous, ça fait partie de notre travail, tout ça, tout ce qui manque maintenant, remettre les choses à leur place. Par exemple, il y a des enfants qui viennent voir leurs proches qui vont mourir et ils sont incapables de leur prendre la main, ils sont complètement paralysés, ils ne savent même pas quoi leur dire, ils sont complètement sidérés. Donc ainsi, la démarche de soins est individualisante, c'est-à-dire qu'il cherche à personnaliser les prises en charge, mais cette démarche s'inscrit dans une perspective relationnelle qui suppose d'envisager les répercussions de la maladie sur les proches et cela va mettre en tension l'autonomie et la dépendance entre d'une part le malade et ses proches, mais aussi d'autre part entre la famille et ce que les professionnels en nomment la société civile. Donc à mon sens, ces différentes dimensions ne sont pas simplement à juxtaposer, mais à articuler. C'est-à-dire qu'au cours de ces hospitalisations, les professionnels vont chercher à synchroniser les différentes temporalités propres à la fin de vie, notamment celle du mourant et celle de ses proches. Alors, avant de développer ce point, je voudrais vous donner quelques chiffres qui donnent une certaine image des unités de soins palliatifs. Donc, l'unité en question accueille environ 230 patients par an pour une prise en charge de 17 jours en moyenne. Les patients sont admis à environ 50% pour un accompagnement de fin de vie, à 25% pour une adaptation du traitement symptomatique et à 25% pour un séjour de répit, notamment familial. Pour autant, ce sont les 2 tiers de ces hospitalisations qui vont se conclure par un décès au sein de l'unité, soit entre 2 et 3 décès à gérer par semaine pour ces équipes. Il faut également préciser que les patients sont atteints à plus de 80% de cancer. Le décès fait alors suite à une maladie à évolution progressive, le déclin est rapide et comporte une phase terminale relativement identifiable. La fin de vie devient en ces cas un temps relativement autonome par rapport à d'autres causes qui provoquent des fins de vie brutales ou plus fluctuantes. Alors, si je rappelle ici ces quelques données, c'est pour les mettre en résonance avec les représentations de la fin de vie, notamment leur temporalité, portées par les acteurs de la médecine palliative. Alors, en effet, dans ses définitions officielles, la médecine palliative a toujours présenté le mourant comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Ces références récurrentes à la nature sont ici à comprendre en opposition à la conception que portent les acteurs de la médecine palliative à la mort artificielle, qui correspond doublement à l'agonie prolongée par la technique médicale et à l'euthanasie qui attrait le décès. Dès lors, si la mort des patients est bien prévisible en unité de soins palliatifs, on l'a vu à travers ces quelques chiffres, elle ne doit pas pour autant devenir programmable. En fait, ce sont d'une part les critères d'admission, pardon, j'ai été trop vite, les critères médicaux d'admission des patients, donc d'une part, et les décisions en phase terminale d'autre part, qui vont homogénéiser les temps de prise en charge. C'est pourquoi la durée peut se normaliser tout en conservant une certaine souplesse d'adaptation. Donc c'est ainsi que peut être rendue l'impression d'une mort naturelle qui survient au bon moment, dont la durée est adéquate, ni trop longue ni trop courte, et perçue comme incompressible. Pour les proches, comme par écho, il s'agit d'éviter que ne se déclenche un deuil trop hâtif, ce qu'ils appellent le deuil anticipé, ou à l'inverse trop tardif, et qui sera fréquemment qualifié de forme de déni. Donc sur ce fil ténu, les membres de l'équipe sont en fait attentifs à favoriser le travail dit de pré-deuil dans une optique préventive. Il s'agit donc au cours de l'hospitalisation de donner au patient le temps de mourir tout en donnant à ses proches le temps de voir mourir. Donc dans une deuxième partie, je vais essayer de vous donner une idée de la manière dont cette synchronisation des temporalités se déploie dans les relations de soins. Donc l'unité de soins palliatifs permet en général un accès permanent à l'entourage de jour comme de nuit. Les membres de l'entourage sont poussés notamment à investir donc ce qui s'appelle le coin des familles entre les différentes entre les visites à leurs proches pour s'asseoir, boire un café, etc. Et donc il va s'articuler une certaine surveillance des allées-venues, mais aussi des comportements des membres de la famille, comment ils vont, a une grande souplesse dans l'accès aux locaux, ainsi qu'à l'égard des règlements et des manières de faire de chaque famille. Donc vous le voyez sur les photos,
Ce coin des familles est conçu sur le modèle domestique. Il est composé d'un salon avec un coin jeu pour enfants, d'une salle à manger et de sanitaires. Quand on rentre dans ces pièces, rien ne les distingue de prime abord d'une maison habitée, hormis quelques prospectus. Cette atmosphère est très fréquente dans les unités de soins palliatifs et est souvent recréée par les membres de l'équipe en mêlant des meubles anciens à d'autres plus contemporains. L'image de la maison, lieu de vie avant la maladie, est pensée comme rassurante par les repères qu'elle offre et comme une image chaleureuse du foyer. Marquer ces unités d'une ambiance familiale et familière peut aussi être vu comme la tentative de masquer cette artificialisation du mourir par la technique médicale et ainsi de pouvoir mieux le domestiquer. Donc les entretiens familiaux se déroulent souvent dans ce salon, dont le décor, nous dit une infirmière qui a participé à le mettre en œuvre. Donc ce décor permet, je la cite, autour d'un café de libérer la parole. Donc en effet, en unité de soins palliatifs, les professionnels vont promouvoir une approche expressive et cathartique des sentiments. Verbaliser les angoisses et les inquiétudes pour permettre d'approfondir la réalité des patients et de leur entourage et pouvoir explorer ce qui gravite autour et en comprendre les répercussions globales. Dans leurs échanges, les professionnels vont donc chercher à reformuler souvent les questions avant d'y répondre, en cherchant ainsi à évaluer ce que la personne veut savoir, mais aussi ce qu'elle est capable d'entendre. Au-delà de la parole, la communication non verbale tient une place primordiale. Donc les attitudes et les comportements, les postures corporelles, les respirations, les expressions du visage sont autant de signes que les professionnels interprètent. Plus largement, ces espaces opèrent une véritable régulation des sens qui est soutenue par l'architecture et l'ambiance du lieu, dont je peux ici ne vous donner qu'un aperçu. Mais il y a vraiment tout un travail aussi sur les sons, la musique douce, une certaine isolation qui permet une ambiance feutrée et calme. Donc la vision avec des luminosités tamisées, ce qui est donné à voir avec les tableaux, des vues sur des parcs, mais aussi des odeurs avec l'aromathérapie, le toucher avec tout un travail de massage et souvent des salles de balnéothérapie, et enfin le goût avec un usage de la nourriture dite de plaisir. En fait, dans ce travail sur les corps sensibles, les proches du patient vont être sollicités au premier chef. Et donc là, ce sont surtout les soignantes, donc j'entends là les infirmières et les aides-soignantes, mais aussi les kinés, vont prendre une place de tiers entre les membres de l'entourage et le patient, donc comme le décrivent ces deux infirmières. Donc la première nous dit: «Notre rôle, c'est de bien les mettre en confiance et puis de les solliciter aussi, des fois pour faire des massages par eux-mêmes, pour participer un peu à la prise en charge, pour qu'ils donnent à manger ou ce genre de choses. On est là pour les aider, pour les accompagner, on est aussi là pour leur montrer les choses qu'ils n'osent peut-être pas faire». Et la seconde me dit: «Quand je fais les soins avec le patient, au début, les premiers jours, la famille sort et après ils ne sortent jamais, quand c'est moi l'infirmière, sauf quand la pudeur est à respecter. Mais pour ce qui est piqûre, perfusion, si ça ne dérange pas le patient, la famille est toujours auprès. Et puis ils nous parlent aussi, ils nous parlent des traitements, ils ont appris des trucs. C'est un moyen aussi de parler et d'amener d'autres sujets. Mais on prend ça, les soins au corps, en point de départ». Alors dans certains cas, comme le souligne David Olivieri, qui est formateur en soins palliatifs et qui a rédigé un chapitre dans le manuel de soins palliatifs, le personnel doit envisager l'éventualité de la résistance de la famille à ce travail qui lui est proposé par les événements. Alors ici, c'est intéressant de souligner que la démarche habituelle du personnel en unité de soins palliatifs, qui est donc de normalement jouer un rôle actif dans la suppression de la douleur et des angoisses, s'inverse ici, donc en cas de résistance. Donc il nous dit, dans le domaine de la douleur psychologique, le traitement va plutôt souvent demander de mettre les plaies à vif. Cela va souvent consister à ne rien faire d'autre que de permettre tout simplement aux divers sentiments de faire surface. Et donc là, une infirmière de l'unité l'illustre bien. Elle me dit, je suis là pour dire la vérité au patient, dans le sens où on répète ce qu'il a pu entendre et pas forcément comprendre. Donc expliciter un peu la vérité qu'il n'aurait pas forcément entendue. Après, quand les familles disent: Non, je ne veux surtout pas qu'on dise à ma mère qu'elle a un cancer parce que ça l'a tuée », je dis à la famille: «Oui, de fait, ça va la tuer». Je leur dis crûment.
Comme ça, ils s'effondrent, mais après, ils me disent merci parce qu'ils peuvent en reparler. Et je leur dis qu'on est là aussi pour les aider à dire ça. Donc la catharsis qui s'ensuit, hein, n'est pas toujours aisée à gérer pour le personnel, qui fait ici le pari d'opérer, hein, une réfraction de ces sentiments négatifs. Il y a une autre soignante, hein, qui me dit, on soutient le patient et on écoute la famille. En fait, tout ce qu'ils n'arrivent pas à dire aux patients, c'est à nous qu'ils disent, toute leur colère. C'est nous qui en prenons plein la goule et puis comme ça leur permet d'être bien auprès des leurs. Donc là, je peux pas développer ici, mais l'analyse des trajectoires de patients montre bien que la substitution d'un modèle négociateur, hein, qui est privilégié en premier lieu, euh, donc est substitué par un autre plus directif. Et ça s'opère souvent lorsque l'équipe estime que les proches entravent le processus et le rythme de la fin de vie. Et notamment, ça se retrouve lors des refus, hein, de dire aux patients son pronostic, ou alors quand il y a euh, des désaccords, hein, autour des arrêts et des limitations de traitement proposés par l'équipe, ou à l'inverse, lorsque l'équipe estime qu'il y a un manque d'investissement de la famille, hein, ou que la famille est en demande, entre guillemets, d'accélérer les choses. Alors, comme j'ai essayé de le montrer, hein, le malade n'était jusqu'alors pas considéré comme un mourant, mais bien un vivant jusqu'au bout, l'entrée dans la phase agonique proprement dite et le décès qui s'ensuit, hein, qui vont sanctionner la clôture de l'entre-deux que constitue la fin de vie, euh, puisque donc s'il s'agissait jusqu'alors de synchroniser le patient et leurs proches, le moment d'entrer dans la phase agonique, hein, il s'agit de les séparer pour que le mourant puis le mort puissent rejoindre le monde des défunts, mais que les proches restent, eux, bien du côté des vivants. Donc les rapprochements, en particulier corporels, entre les patients et les proches, hein, que les soignantes favorisaient jusqu'alors, hein, via une participation aux soins, au massage ou à l'alimentation, doivent s'interrompre pour que d'autres formes de contact et d'actes langagiers prennent le relais. Donc ainsi, hein, lorsque les soignantes repèrent que ce sont les derniers moments, elles peuvent enjoindre les proches à autoriser la personne à mourir. Donc une aide-soignante, par exemple, hein, me dit, pour faire une bonne prise en charge, des fois, on est obligé de dire à la famille, à une mère ou à un enfant d'une personne qui va partir, pour les aider à partir, on leur conseille, hein, de dire, vous pouvez le laisser partir, il a le droit de se reposer maintenant, ne le retenez plus. Au moment du décès proprement dit, les proches, hein, lorsqu'ils sont présents, sont invités à se recueillir quelque temps auprès du patient tout juste décédé. Donc, une infirmière explique le rôle de médiateur qu'elles prennent alors. Au moment du constat du décès, en général, la famille est auprès de nous. Donc nous, c'est mettre les mots sur la mort et dire à la famille que c'est terminé parce qu'ils ne le voient pas forcément en fait ou ne veulent pas le voir. Des fois, c'est pas facile. Donc, on leur laisse un petit temps entre eux pour être au lit du patient, un petit quart d'heure entre eux pour être tout prêt. Après, notre rôle est de faire sortir la famille. Alors, les médecins jouent ici un rôle important, puisque dans notre société, hein, la parole médicale est chargée d'une forte légitimité sociale. Et donc, lorsque les médecins sont disponibles, ils vont endosser une fonction d'annonciateur, euh, notamment parce qu'ils sont mieux entendus par les proches. Hein, il y a un des médecins qui dit oui, c'est important quand ça se passe, donc quand le décès, hein, a lieu aux heures ouvrables. Je pense que c'est important pour la famille qu'il y ait un médecin qui dise c'est fini, point. Je pense que c'est quelque chose qui peut être important. Donc après ce petit laps de temps auprès du patient tout juste décédé, les proches sont invités à prendre place au salon des familles, accompagnés s'ils le souhaitent. Et donc là, on peut leur proposer, hein, des boissons, des gâteaux, répondre à leurs questions. Et l'équipe, hein, va commencer à préparer avec eux l'aspect administratif en vue des obsèques. Pendant ce temps-là, quelques infirmières et aides-soignantes vont réaliser une toilette de présentation. Les proches pourront être à nouveau invités à se recueillir s'ils le souhaitent. Donc, il est intéressant de noter ici, hein, que les médecins ne vont quasiment jamais voir les patients morts et préparés donc, par les soignants. Ils estiment que leur rôle après le décès, hein, et je cite l'un d'entre eux, c'est d'abord d'être là pour les vivants. Donc d'être là pour les patients jusqu'à leur décès, puis ensuite d'aller voir les familles, leur apporter un peu de réconfort si on peut, mais c'est tout.
Alors, donc pour conclure, hein, j'ai essayé de montrer que la prise en compte et en charge des proches dans les trajectoires de fin de vie en unité de soins palliatifs doivent être mis en lien avec la conception qu'ont les professionnels des bonnes temporalités, donc à la fois de la durée, mais aussi des rythmes et de leur synchronisation selon les positions de chaque acteur. Donc je n'ai pas pu développer ici, hein, mais les conflits et les tensions entre les proches et l'équipe sont très souvent liés à une différence de perception de cette bonne temporalité qui se heurte au sentiment que la fin de vie est trop lente ou trop rapide. Ici, la division du travail est importante à prendre en compte, notamment entre médecins et soignantes, hein. Donc soignantes, je rappelle, hein, c'est infirmières et aides-soignantes. Les médecins ont en effet un rôle fondamental dans la coordination des temporalités et dans la mise en lien des différentes dimensions du soin pour chaque acteur impliqué dans l'accompagnement d'un malade. Ils ont un rôle d'annonciateur et la légitimité de leur parole a la capacité de faire basculer un individu d'un statut à un autre. Les soignantes, elles, travaillent directement sur et avec le corps du patient. Elles œuvrent donc à incarner le rapprochement des proches et du malade par des soins partagés. Si elles accompagnent la rupture que provoque le décès, elles se placent ensuite entre les proches et le mort, devenu menaçant pour ces derniers. Leur rôle consiste alors à contenir et à préparer le mort dans une continuité des gestes quotidiens qui doivent en même temps marquer la rupture qu'a provoqué le décès. C'est ce que l'anthropologue Louis-Vincent Thomas appelle la phase oblative, qui réunit et articule l'accompagnement du mourant et la retenue du mort. Ce flottement tient à une même situation liminale des corps, c'est-à-dire des corps qui sont entre deux statuts. En effet, le mourant est un vivant déjà absent et le cadavre, un mort encore présent. La phase oblative va donc correspondre au jeu opposé et complémentaire de séparation du mourant avec le monde quotidien des vivants et de retenue du mort dans celui-ci. Au-delà des unités de soins palliatifs, ces observations prennent place au sein de changements plus vastes qui marquent notre société dans nos rapports au corps, à la médecine et à la mort, et semblent venir appuyer l'hypothèse d'un déplacement des rites de deuil en pré-mortem, c'est-à-dire avant le décès. Ils vont également dans le sens des travaux de Dominique Mémy, qui montrent comment le thème du deuil impossible émerge dans notre société au cours des années 80, hein, au même moment que la médecine palliative. Et donc ce thème du deuil impossible va réussir à s'imposer sous l'angle de la tolérance psychique à l'égard de la mort. Ce faisant, Dominique Mémy met au jour un second phénomène. Si jusqu'alors les entraves à ce deuil impossible n'étaient jamais pensées comme reliées à l'absence de confrontation au corps mort, au tournant de la décennie des années 90, hein, je la cite, la croyance en l'ardente nécessité de voir le mourant, le décès, puis le mort pour réussir un deuil non pathologique va se diffuser progressivement. Voilà, donc je m'arrête ici, je vous remercie pour votre attention.